Alors nous sommes dans un magnifique jardin. Est-ce qu'on a le droit de dire, Christophe, que c'est votre jardin? Oui, entre autres. Magnifique jardin de Christophe en plein centre de Paris. On est là pour deux pièces que montre Christophe à l'Atrium. On va commencer par La colère du tigre de Philippe Madral. Alors ma première question, Christophe, c'est pourquoi La colère du tigre, déjà, tout simplement? Moi, ce qui m'a passionné dans ce texte, c'est qu'il est très rare qu'on nous propose, moi en tant que metteur en scène, des histoires d'amitié entre hommes. C'est-à-dire que des amitiés entre actrices, on en trouve, pas mal de pièces parlent de ça, mais l'amitié entre hommes est très peu traitée. On parle souvent, si on met deux acteurs en scène, c'est le souper, c'est de la revendication, c'est du pouvoir, c'est de la virilité, c'est du conflit. Les auteurs ont tendance à réunir les hommes pour parler de ça. Alors que là, la proposition est le contraire. C'est une histoire d'amitié de 40 ans d'âge. C'est comment on vieillit avec son meilleur ami. C'est comment son meilleur ami peut vous décevoir, même sur la longueur ou à la toute fin. Et c'est ce qui se passe avec Clémenceau et Monet. C'est-à-dire que Monet doit livrer une commande à l'État que Clémenceau a commandée à Monet. Et cette commande n'arrive pas. Et du coup, Clémenceau est foudrage parce que c'est un homme d'honneur, c'est un homme de parole, et il veut absolument que son ami soit droit dans ses bottes et que jusqu'au bout de leur vie, ils puissent se reconnaître de façon amicale. Alors cette pièce, elle m'a plu pour ça parce que d'un seul coup, je me dis, parlons de tendresse, parlons de vieillesse, mais parlons de ligne de vie et de politique de vie. C'est-à-dire que je pense qu'une histoire d'amitié, c'est quelque chose, c'est comme un contrat qu'on passe, et ils l'ont passé il y a 40 ans. Ils sont devenus des hommes de pouvoir, des hommes d'art, des hommes historiques qui ont rempli les pages de nos livres d'histoire, mais néanmoins, ils sont humains. Et quand Claude Brasseur incarne Clémenceau, c'est une interprétation, je parle de l'ADN de Clémenceau, parce que j'ai l'impression vraiment que Claude a été chercher jusqu'au fond des cellules du personnage. C'est amusant parce que cette interprétation, il voulait jouer Clémenceau. Il y tenait. Et la directrice du théâtre Montparnasse a proposé la pièce à Claude en sachant qu'il voulait jouer Clémenceau. Donc, on se retrouve avec une pièce où on a un Clémenceau qui est organique, qui travaille sur les cellules mêmes du personnage, grâce à Claude Brasseur. Et on a un Monet, joué par Yves Pignot, qui au contraire est fait entièrement de doutes, de creux, de failles et de puissance aussi, la puissance d'un artiste qui va jusqu'au bout de sa vie douter de sa création, ce qui est à mon avis ce qui peut arriver de mieux à un artiste. Et donc on a la rencontre et on comprend l'histoire de ces hommes à travers toutes ces années, et aussi on comprend comment une amitié peut s'effriter en très peu de temps, et ça donne beaucoup de valeur au terme d'amitié, parce que simplement si ça s'effrite si vite, c'est qu'il faut toujours faire attention à la façon dont on aime les gens. Est-ce que c'est une pièce historique ou c'est une fiction? Non, c'est une pièce qui est entièrement basée sur des faits historiques. Madral est un scénariste qui a beaucoup écrit pour la télé. Il est aussi quelqu'un qui se documente énormément. Rien n'est faux dans la pièce, mais en revanche, je pense que ce qui est très intéressant, c'est qu'il a mis ça dans un endroit intime, qui est la maison Bel et Bas au bord de l'Atlantique, et que évidemment, même si on peut visiter cette maison, même si on ne peut pas savoir exactement ce qui s'est dit entre les murs, mais il a eu l'intelligence de cadrer cette histoire d'amitié par deux histoires d'amour. La dernière femme que Clémenceau a aimée, Marguerite, et la gouvernante qui l'a accompagnée pendant très longtemps. Et ces deux femmes encadrent le propos historique et le propos viril, justement, dont je parlais, de cette amitié virile. Elles l'encadrent de leur tendresse, de leur gentillesse, de leur regard sur cet homme qui a 80 ans, et qui est en dernier parcours de vie. Sauf que ça n'a rien à voir avec une pièce sur la vieillesse, parce que simplement, Clémenceau est quelqu'un qui a été très proche des religions orientalistes, proche du bouddhisme, quelqu'un qui a une réflexion sur la vie, et qui se dit toujours et jusqu'au bout, il faut être flamboyant. Il a entre autres dans le jardin de sa maison au bord de l'Atlantique des koinoboli,
qui sont des drapeaux japonais que les gens peuvent identifier, vous savez, en forme de carpe. Et c'est les symboles de la persévérance et de la ténacité. Et ces deux symboles que préfère Clémenceau, il les applique jusqu'au bout de sa vie. Donc, grâce à la présence de ces deux femmes, il y a une espèce de lien tendre et familial. Et pour moi, en tant que metteur en scène, il y avait quelque chose d'un peu tchécovien là-dedans. Hervé, petite question? Non, moi j'ai été fasciné par le jeu de Brasseur. Il y a un mimétisme assez extraordinaire dans ce personnage. Comment ça s'est passé, la mise en scène avec lui? Parce que c'est pas toujours évident de travailler avec les Brasseurs. Non, moi alors, par principe d'abord, j'ai travaillé avec Daniel Darieux, j'ai travaillé avec Claude Rich, j'ai travaillé avec Robert Hirsch, j'ai travaillé avec Daniel Lebrun, j'ai travaillé avec Jacques Weber. Je crois savoir travailler avec des acteurs qui ont une personnalité forte et des acteurs, on m'avait souvent dit, ce sera pas simple, etc. Moi, je pars du principe qu'il y a un terme que j'aime dans mon travail, c'est la confiance. C'est-à-dire que si les gens me font pas confiance, je peux pas travailler. Et ces gens-là me font confiance. Et j'ai eu la chance, évidemment, d'être un grand ami de Marcel Bluval, avec qui Claude a beaucoup travaillé, ce qui fait que Claude connaissait mon travail, ce qui fait qu'on était un peu en famille, et j'étais un peu comme le cousin de province, un peu intronisé par Marcel Bluval et son travail avec Claude Brasseur sur Don Juan, sur les Marivaux, sur les Vidocq, et même sur pour les la télé. Vidocq, bien sûr. Donc tout ça pour dire que Claude Brasseur est quelqu'un qui est simplement exigeant. Comme il s'est rendu compte que j'étais aussi exigeant que lui, peut-être même un peu plus, parce que je devais porter l'exigence de tous les rôles et de la pièce, pas seulement de son interprétation, on a travaillé la main dans la main, avec un gant, le gant de Clémenceau, puisque jusqu'au bout, quand je dis que c'est une interprétation compliquée, c'est compliqué et complexe et que je trouve vraiment passionnante, c'est que Claude Brasseur, par exemple, a joué le problème de peau qu'avait Clémenceau avec un gant, et il tient sous son gant à avoir du sang et à avoir une bande que personne ne verra jamais, mais ça fait partie de sa mythologie à lui d'acteur. C'est-à-dire qu'il a besoin, parce que c'est un acteur de théâtre et de cinéma, il a besoin de se baigner et de se frotter à la réalité d'une façon étrange. Sur les festivals d'été, par exemple, où il n'y avait pas de rideau d'avant-scène, on a inventé le fait qu'on le voit prendre sa potion et bander sa main alors qu'il fait encore jour et qu'il rentre en scène et que le spectacle n'a pas commencé. Mais on a inventé tout un prologue qui allait justifier tout ce qu'il dirait par la suite dans la pièce. Et c'est sa façon à lui de rentrer dans son interprétation, c'est d'y rentrer par la petite porte, la porte de la peau, de la sensation, du contact. Et ça, c'est passionnant. Un côté Stanislavski, comme ça. Oui, et pourtant, 5 générations d'acteurs. Donc Stanislavski, Pierre Brasseur, Stanislavski, c'est pas du tout. Mais il y a, je crois que c'est la mythologie, quand des acteurs ont travaillé autant au cinéma qu'au théâtre, ils ont fait leur source des deux façons d'interpréter. Merci Christophe, et donc rendez-vous à l'Atrium pour cette pièce. Colère du tigre. La colère du tigre, une merveille.